Madame la Présidente, je vous présente aujourd'hui le budget 2026-2027 du gouvernement du Québec. C'est un budget responsable, centré sur les priorités des Québécois. Ce budget est le 8e de notre gouvernement, mon 8e comme ministre des Finances et le dernier du Premier ministre. Avant tout, je veux rendre hommage au Premier ministre pour toutes les réalisations qu'il nous a permis d'accomplir pour le Québec depuis 2018. Nous sommes arrivés avec une vision nouvelle, une vision ambitieuse, rendre notre nation plus fière et rendre les Québécois plus prospères. C'est l'engagement qui nous a guidés, malgré un contexte difficile, marqué par plusieurs crises, la pandémie de COVID-19, la hausse de l'inflation en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la montée du protectionnisme aux États-Unis et aujourd'hui le conflit au Moyen-Orient. Ces événements ont eu des conséquences mondiales et ont mis les finances publiques de tous les pays à rude épreuve. À travers ces turbulences, les Québécois ont toujours été notre priorité. Nos choix budgétaires ont eu des retombées concrètes et positives sur la prospérité et la qualité de vie au Québec. Tout en naviguant dans une situation économique instable, notre gouvernement a réinvesti dans les services publics et dans les infrastructures, remis de l'argent dans le portefeuille des Québécois et soutenu nos entreprises. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que le Québec a géré ses finances publiques de manière responsable à travers ces tempêtes. Non seulement le poids de la dette par rapport au PIB a diminué depuis 2019, mais nous avons réduit notre écart de richesse avec les autres provinces. C'était une ambition de longue date et nous y sommes arrivés. Nous pouvons en être fiers. Le budget 2026-2027 se veut sobre. En tenant compte du contexte actuel, les finances du Québec sont en bon état. Nous faisons le choix de soutenir l'adaptation des entreprises au nouveau contexte économique, d'investir stratégiquement dans les infrastructures pour stimuler l'économie, de prioriser le financement des grandes missions de l'État et de poser des gestes ciblés afin d'appuyer les priorités des Québécois, des Québécoises et des communautés. De plus, notre gouvernement réaffirme sa détermination à suivre la trajectoire de retour à l'équilibre budgétaire, avec des résultats qui sont d'ailleurs meilleurs qu'anticipés. Après une révision à la baisse en 2024-2025, les déficits prévus pour 2025-2026 et 2026-2027 sont réduits respectivement de 3,8 milliards de dollars et de 861 millions de dollars. Le poids de la dette nette est également revu à la baisse par rapport au budget 2025-2026, et ce, pour chacune des années du cadre financier. Nous réitérons avec confiance notre objectif d'atteindre l'équilibre budgétaire d'ici 2029-2030. Je veux souligner que pour l'année financière qui se termine au 31 mars 2026, toutes les juridictions canadiennes ont enregistré un déficit. Celui du Québec représente 1,2 % de son PIB, ce qui est très en dessous de la moyenne canadienne de 1,7 % et même inférieur de moitié à celui du gouvernement fédéral à 2,4 %. Lorsqu'on le compare avec les autres juridictions à l'échelle canadienne et même à l'échelle internationale, le Québec gère ses finances publiques de manière responsable dans un contexte mouvementé qui crée des défis pour tous les États. Madame la Présidente, je demande le consentement de cette Assemblée pour présenter plus en détail un budget responsable centré sur les priorités des Québécois. Je demande également le consentement de cette Assemblée pour déposer les documents suivants: les tableaux présentant les résultats préliminaires des opérations budgétaires consolidées pour 2025-2026 et
les prévisions des équilibres financiers pour 2026-2027. Je dépose également le plan budgétaire de mars 2026 et les documents l'accompagnant qui font partie intégrante du budget. Et, Monsieur le ministre, alors je demande le consentement pour les dépôts des documents faits pendant cette lecture du discours du budget. Consentement? Consentement. Poursuivez. Avec l'incertitude économique que traverse présentement le Québec, notre gouvernement met de l'avant 4 grandes priorités. Le soutien aux entreprises, les investissements en infrastructures, les grandes missions de l'État et le bien-être des Québécois. Nous annonçons à cet effet des initiatives de près de 9,6 milliards de dollars sur 6 ans. L'économie mondiale se transforme sous nos yeux. Pendant des décennies, la croissance économique s'est bâtie sur la mondialisation et le libre-échange. Maintenant, la montée du protectionnisme et des tensions géopolitiques perturbent les chaînes d'approvisionnement et créent un climat d'incertitude qui fragilise les investissements et le commerce international. Au même moment, le développement de l'intelligence artificielle ouvre la porte à de nombreux gains en productivité, à de nouveaux pôles d'innovation et à une nouvelle concurrence mondiale. Le Québec est dans une situation avantageuse pour faire face à ce nouveau contexte. Depuis 2018, il a mieux performé que le reste du Canada. Nos initiatives économiques ont permis de créer plus de richesses qu'ailleurs. Selon les plus récentes statistiques officielles, entre 2018 et 2024, le PIB réel par habitant a augmenté de 4,9 % au Québec. Pour la même période, il a chuté de 0,3 % en Ontario et de 0,9 % dans le reste du Canada. L'écart de niveau de vie du Québec avec l'Ontario s'est réduit, passant de 15,9 % en 2018 à un creux de 10,2 % en 2024. Quant à celui avec le reste du Canada, il est passé de 20,2 % à 13,6 %. On n'a jamais vu. On n'a jamais vu d'écart aussi faible depuis le début de la compilation des statistiques en 1981. C'était l'un des grands objectifs du premier ministre quand nous sommes arrivés en 2018 et 8 ans plus tard, les résultats sont au rendez-vous. Au même moment, notre gouvernement a mieux protégé le portefeuille des citoyens qu'ailleurs au pays. Entre 2018 et 2024, le pouvoir d'achat des ménages, mesuré par le revenu disponible réel par habitant, s'est amélioré de 9,2 % au Québec, comparativement à 5,1 % en Ontario et dans le reste du Canada. L'économie québécoise a mieux résisté au vent contraire et s'adapte à la nouvelle réalité géopolitique. L'incertitude découlant des tensions commerciales est liée au processus de révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique demeure, mais elle devrait s'atténuer graduellement. Nous estimons donc qu'après un gain de 0,8 % en 2025, la progression du PIB réel devrait atteindre 1,1 % en 2026 et 1,4 % en 2027. Malgré le contexte mondial incertain et les relations commerciales tendues avec notre partenaire américain, le Québec est en excellente position pour relever ces défis puisqu'il peut compter sur plusieurs atouts, dont un climat d'affaires propice à l'investissement et à l'innovation, une économie diversifiée ainsi que des ressources naturelles en abondance. Pour créer plus de richesses et développer des secteurs d'avenir, notre gouvernement utilisera l'ensemble des leviers à sa disposition. Nous allons continuer d'investir dans notre économie et nos infrastructures. Nous allons aussi continuer de prioriser l'appui à nos entreprises, en particulier à nos PME. Le budget prévoit donc des initiatives totalisant plus de 1,9 milliard de dollars sur 5 ans
afin d'accélérer la transformation économique du Québec. Pour saisir les occasions créées par la nouvelle réalité économique, le Québec peut compter sur une industrie manufacturière innovante et sur des secteurs stratégiques comme l'aérospatiale, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, l'optique photonique et les sciences de la vie. Ce sont des leviers essentiels pour accroître la productivité, consolider les chaînes de valeur québécoises et positionner le Québec dans les industries qui façonneront l'économie de demain. Notre gouvernement prévoit donc près de 700 millions de dollars en soutien additionnel pour l'adaptation des entreprises au nouveau contexte économique. Par ailleurs, le gouvernement se donne une capacité d'intervention additionnelle qui pourra atteindre 2 milliards de dollars au moyen de nos différents fonds d'investissement pour le maintien des sièges sociaux au Québec et le développement de la filière des minéraux critiques et stratégiques. Le gouvernement est sensible à la réalité du terrain, vécue par les entrepreneurs et les investisseurs. C'est pourquoi nous avons agi pour mettre en place les conditions qui permettent d'innover, d'investir, d'accélérer les projets et de créer des emplois de qualité. Notre vision est simple, miser sur un environnement d'affaires compétitif, caractérisé par un cadre réglementaire simple et stable, du capital d'investissement accessible, une fiscalité concurrentielle, des infrastructures publiques de qualité et un bassin de main-d'œuvre qualifié. Aujourd'hui, la résilience de notre économie démontre qu'un tel contexte d'affaires représente un rempart face à l'incertitude et facilite l'adaptation aux transformations économiques mondiales. Nous avons également constaté qu'en intégrant des innovations à leur activité, nos entreprises peuvent se distinguer de la concurrence, que ce soit en concevant des produits plus novateurs ou en améliorant l'efficacité de leur processus de production. C'est pourquoi, afin d'encourager les investissements en recherche et en innovation, le gouvernement prévoit 283 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir la chaîne de l'innovation, appuyer la croissance des industries innovantes et l'adoption de technologies de pointe et accroître l'innovation et la productivité dans le secteur de la construction. Nous voulons aussi accélérer la réalisation de nos grands projets stratégiques. C'est pourquoi nous avons déposé le projet de loi 5 qui réduira les délais d'obtention des autorisations afin d'accélérer le déploiement de projets d'intérêt national et de fournir aux investisseurs davantage de prévisibilité. Même s'il n'y aura pas de compromis sur la rigueur, le gouvernement se donne les leviers nécessaires afin que les projets d'importance dans le contexte économique et géopolitique actuel puissent se réaliser sans délai indu. Bien que ces nouveaux leviers soient importants, la réussite des projets repose non seulement sur le leadership du secteur privé, mais aussi sur l'adhésion des communautés et l'implication active de partenaires comme les municipalités et les nations autochtones. Le gouvernement entend renforcer ces mécanismes de collaboration et de consultation avec tous les partenaires. Nous souhaitons nous assurer que ces derniers participent aux projets porteurs pour l'avenir et bénéficient des retombées économiques et sociales. Ceci est vrai pour les municipalités, mais aussi pour les communautés autochtones. Le Québec ayant été un précurseur en concluant avec elles des ententes de partenariat historiques comme la Paix des Braves, la Convention de la baie James et du Nord québécois, ainsi que la Convention du Nord-Est québécois. Aujourd'hui, j'annonce la création d'un fonds de 500 millions de dollars qui offrira des garanties de prêt pour que les communautés autochtones puissent prendre part financièrement à des projets économiques. Dans un esprit de collaboration et afin de s'assurer de répondre aux besoins des communautés autochtones,
Des discussions auront lieu avec des représentants des Premières Nations et des Inuits à l'égard de la forme et des modalités de ce fonds. Les petites et moyennes entreprises sont enracinées partout sur notre territoire. Elles créent de l'emploi et des communautés dynamiques. Le rapport demeure plus que jamais indispensable à notre richesse collective. De la même manière, les régions du Québec sont vitales à notre prospérité. Elles comptent sur des industries importantes comme l'agriculture et le tourisme qui reposent sur un savoir-faire local et qui permettent aux régions de se développer et de se distinguer ici et à l'étranger. Notre gouvernement va s'appuyer sur les forces de chaque région pour les aider à s'enrichir. Nous allons aussi faire en sorte que nos PME puissent profiter de nouvelles occasions de croissance en misant sur leur expertise. Ainsi, le gouvernement annonce que plus de 216 millions de dollars serviront à financer des initiatives économiques régionales ainsi qu'à favoriser le développement des secteurs agroalimentaires et touristiques qui sont des moteurs de développement pour nos régions. Partout sur notre territoire, les entreprises du secteur forestier représentent un pilier de l'économie. La sylviculture, la foresterie, la fabrication du papier et des produits de bois permettent à un grand nombre de Québécois de bien gagner leur vie. Malheureusement, les conditions économiques de l'industrie se sont détériorées dans la dernière année. Les États-Unis, notre principal partenaire commercial, ont rehaussé leurs tarifs douaniers de manière importante à l'été 2025, au point où le secteur forestier doit maintenant composer avec des droits de douane de plus de 45 %. Malgré nos actions significatives, le secteur forestier connaît toujours une grande incertitude en raison de ces tensions commerciales. Nous n'allons pas baisser les bras et nous continuerons d'appuyer cette industrie et ses travailleurs. C'est pourquoi notre gouvernement prévoit 365 millions de dollars additionnels pour soutenir les entreprises et les communautés forestières. Le Québec a une culture unique. Nos artistes et leurs œuvres reflètent nos valeurs, nos ambitions et notre fierté. Nos entreprises culturelles enrichissent le Québec autant sur le plan culturel que sur le plan économique. Cela se reflète dans l'industrie audiovisuelle qui se trouve au cœur de la culture québécoise et de notre économie. Nos films et nos émissions de télévision nous ressemblent et nous rassemblent. À travers les années, des œuvres comme Les Filles de Caleb, La Petite Vie, La Grande Séduction et Empathie nous ont fait rire et pleurer ensemble, et ça doit continuer ainsi. Notre gouvernement reconnaît que le secteur de l'audiovisuel fait face aujourd'hui à de nouveaux défis, notamment pour financer sa production et commercialiser ses contenus. Nous évoluons dans un contexte différent où la consommation culturelle est dominée par des plateformes mondiales. L'industrie doit s'adapter aux nouveaux usages numériques pour que notre production locale reste originale et innovante et surtout qu'elle parvienne à rejoindre davantage les publics, particulièrement les jeunes. Afin de répondre aux défis du secteur audiovisuel et d'assurer sa pérennité, notre gouvernement prévoit des sommes totalisant 280 millions de dollars qui permettront d'apporter un appui financier à l'industrie audiovisuelle québécoise et d'ajuster le crédit d'impôt remboursable pour les productions cinématographiques ou télévisuelles québécoises aux nouvelles réalités en matière de diffusion et d'écoute. Ces initiatives sont les premiers gestes que nous posons pour donner suite aux recommandations du groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel québécois. Le ministre de la Culture et des Communications dévoilera les détails de cette nouvelle stratégie et continuera de travailler avec tous les acteurs du milieu pour sa mise en œuvre. En outre,
le Québec est le seul État francophone en Amérique du Nord et à ce titre, nous avons la responsabilité de faire vivre et de partager notre culture unique et notre patrimoine culturel, particulièrement avec les plus jeunes. C'est ce qui fait la force de notre identité. Ainsi, le gouvernement prévoit près de 220 millions de dollars sur 5 ans pour maintenir le financement de la culture à l'école et des sorties scolaires en milieu culturel. Soutenir les organismes à vocation culturelle et préserver notre patrimoine culturel. Je ne voudrais pas passer sous silence le rôle de nos grandes institutions muséales, ces lieux uniques présents à travers tout le Québec qui permettent à leurs visiteurs de découvrir et de s'émerveiller. Que ce soit le premier musée national de l'histoire du Québec, le futur espace Riopelle au Musée national des beaux-arts du Québec ou encore la biosphère, ces institutions peuvent toutes compter sur l'engagement de notre gouvernement. Pour offrir des services publics de qualité, nous devons investir dans les infrastructures, alors que les besoins augmentent, notamment en santé et en éducation. Nous avons besoin d'écoles et d'hôpitaux en bon état et en nombre suffisant, mais aussi d'infrastructures de transport et de logements abordables. Au moment où des emplois manufacturiers sont menacés par le protectionnisme de nos voisins du Sud, investir dans les infrastructures permet de stimuler notre économie et d'accroître notre potentiel économique à long terme. Ainsi, au cours des 8 dernières années, le Plan québécois des infrastructures a été augmenté chaque année, passant de 100,4 milliards de dollars en mars 2018 à 167 milliards de dollars aujourd'hui. Cette augmentation de plus de 66 était nécessaire pour doter le Québec d'infrastructures modernes et investir davantage dans le maintien du parc. Lorsque nous sommes arrivés en 2018, il y avait un déficit d'entretien que nous avons dû combler. Ces investissements étaient nécessaires pour s'attaquer à ce déficit que nous rattrapons encore aujourd'hui. Dans le contexte économique incertain, nous avons annoncé un rehaussement des investissements en infrastructure de 11 milliards de dollars dans le budget de mars 2025. Le gouvernement prévoit aujourd'hui un rehaussement des investissements en infrastructure de plus de 5 milliards de dollars sur 6 ans et un relèvement du Plan québécois des infrastructures 2026-2036 à 167 milliards de dollars. Ces investissements additionnels, de même que l'accélération de certains projets, représenteront en moyenne annuellement d'ici 2030-2031 le maintien de plus de 4 400 emplois et un apport de plus de 630 millions de dollars au PIB du Québec. Je tiens par ailleurs à préciser que 71 % des sommes investies seront allouées au maintien d'infrastructures existantes, comme l'ont demandé plusieurs partenaires, dont les municipalités. Cette part était de 65 % dans le précédent Plan québécois des infrastructures. Nous parlons donc d'une augmentation importante qui vise à renverser la désuétude de nos infrastructures publiques. Dans ce budget, le gouvernement prévoit près de 4,3 milliards de dollars pour soutenir les grandes missions de l'État. Ces investissements permettront notamment d'assurer le financement de base nécessaire afin de répondre à la croissance des besoins de la population, d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services offerts aux citoyens et de reconduire des programmes essentiels pour l'avenir de nos services publics. Près de 2,2 milliards de dollars permettront de faciliter l'accès aux soins de santé et aux services sociaux, notamment en soutenant l'accès aux médicaments, en poursuivant les efforts pour réduire la liste d'attente en chirurgie, en renforçant l'accès à la première ligne et en soutenant les actions pour les personnes proches aidantes. La dernière entente avec les médecins généralistes permettra la prise en charge de 500 000 Québécois actuellement sans médecin de famille
incluant 180 000 patients vulnérables d'ici au 30 juin 2026. C'est une belle avancée pour l'accès aux soins de santé. De plus, Santé Québec, une société créée par notre gouvernement, poursuivra sa mission de moderniser la gouvernance du réseau en optimisant la gestion de ses activités pour gagner en efficacité. Grâce à ces gains, chaque dollar investi générera une meilleure prestation de soins et de services. Près de 640 millions de dollars permettront de favoriser la réussite éducative des élèves, de combler les besoins urgents et temporaires d'espaces scolaires, ainsi que d'attirer de la main-d'œuvre dans le réseau de l'éducation. Le gouvernement prévoit aussi près de 400 millions de dollars pour soutenir la formation en enseignement supérieur et la recherche, notamment en vue de poursuivre la promotion des disciplines du génie et des technologies de l'information, de prolonger les allocations d'aide à l'emploi et de soutenir les organismes de recherche. Depuis plusieurs années, notre gouvernement a investi pour assurer la sécurité des Québécois dans les domaines de la sécurité civile, de la sécurité incendie, des services correctionnels et des affaires policières. Nous sommes notamment intervenus auprès de la population et des municipalités touchées par des sinistres. Nous avons aussi accentué notre soutien à la lutte contre le crime et rehaussé la sécurité dans les établissements de détention ainsi que dans les palais de justice. Le gouvernement prévoit plus de 1 milliard de dollars pour renforcer la sécurité des Québécois et les services de justice, notamment en investissant dans la prévention et dans l'intervention, en poursuivant la lutte contre les violences armées et en renforçant l'accès aux services de justice. Se préoccuper de sécurité aujourd'hui implique nécessairement de prendre en considération la cybersécurité. Partout dans le monde, les cyberattaques deviennent plus fréquentes, plus sophistiquées et plus difficiles à contrer, notamment en raison de l'intelligence artificielle qui accélère l'exploitation des failles comme leur détection. Le gouvernement du Québec doit investir afin de réagir plus rapidement contre d'éventuelles cyberattaques. Afin d'assurer les capacités gouvernementales en matière de cybersécurité, le gouvernement va maintenir son soutien financier au ministère de la cybersécurité et du numérique. Je suis fier du choix du gouvernement d'avoir investi autant au cours des dernières années dans les grandes missions de l'État, dont, au premier chef, la prestation de soins de santé et de services sociaux, l'éducation et l'enseignement supérieur, ainsi que la sécurité et la justice. Lorsque nous sommes arrivés en 2018, il fallait réinvestir dans nos services publics pour répondre à des besoins urgents. Nous avons fait un grand rattrapage depuis 8 ans et les assises de l'État québécois sont maintenant plus solides que jamais. C'est tout le Québec qui est gagnant. Depuis 2018, notre gouvernement a honoré sa promesse de remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. Nous avons notamment abaissé le taux d'imposition des 2 premiers paliers de l'impôt sur le revenu des particuliers, harmonisé la taxe scolaire au plus bas taux entre toutes les régions du Québec et limité la croissance moyenne du compte de taxe scolaire à 3 % depuis 2022. Augmenter l'allocation famille, dont le maximum est maintenant au-dessus de 3 000 $ par enfant par année. Rétabli le tarif unique en service de garde, supprimé par le gouvernement précédent. Plafonner la hausse des tarifs gouvernementaux à 3 % par année depuis 2023 et instaurer le montant pour le soutien des aînés qui atteint annuellement jusqu'à 2 000 $ pour les personnes à faible et moyen revenu de 70 ans et plus. En tout, ces mesures représentent près de 60 milliards de dollars remis aux Québécois entre 2018-2019 et 2028-2029.
Elle contribue à faire du Québec l'endroit parmi les pays du G7 où les familles ont le mieux résisté à la hausse du coût de la vie, comme le mentionnait avec justesse la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Les Québécois bénéficieront en 2027 de plus de 7 milliards de dollars supplémentaires dans leur portefeuille, soit en moyenne 961 dollars de plus par citoyen. Le gouvernement a aussi mis en place des mesures pour protéger les Québécois les plus vulnérables, notamment en favorisant l'accès à un logement abordable et en luttant contre l'itinérance et la violence conjugale. Dans le cadre du budget 2026-2027, le gouvernement prévoit plus de 3,6 milliards de dollars sur 6 ans pour appuyer les Québécois et les communautés et répondre à ces enjeux prioritaires. Pour continuer d'aider les familles à faire face à la hausse du coût de la vie, le gouvernement prévoit 846 millions de dollars sur 5 ans. J'annonce la conversion de 5 000 places de garde non subventionnées en places subventionnées à compter de 2026-2027. De plus, le gouvernement plafonne à 3 % la croissance moyenne du compte de taxes scolaires pour l'année 2026. J'en profite pour rappeler qu'à terme, les actions du gouvernement posées depuis 2021 auront mené à la création de près de 46 000 places de garde subventionnées supplémentaires. À ce nombre s'ajoute la conversion de près de 16 000 places de garde non subventionnées. Ces actions ont notamment été possibles grâce à l'entente sans condition signée avec le gouvernement fédéral alors que Mme Freeland était vice-première ministre du Canada et ministre des Finances. Cette entente est un bon exemple pour illustrer que la collaboration entre les deux ordres de gouvernement peut donner des résultats positifs lorsque la volonté y est et lorsque les compétences du Québec sont respectées. J'ose espérer que ce même esprit nous permettra d'obtenir rapidement et sans condition les sommes qui sont dues au Québec en vertu des derniers engagements du gouvernement fédéral pour la santé, les infrastructures et le transport en commun. Madame la Présidente, les besoins pour faire face aux enjeux d'itinérance et santé mentale sont grandissants, malgré des investissements importants au cours des dernières années. Le budget 2026-2027 prévoit une somme de 264 millions de dollars pour aider les personnes en situation d'itinérance et pour mieux répondre aux enjeux de santé mentale. Depuis notre arrivée en 2018, nous avons multiplié les actions pour lutter contre les violences conjugales et sexuelles, qu'on pense au financement des maisons d'hébergement, au bracelet anti-rapprochement, au tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violences conjugales ou aux campagnes de sensibilisation. Notre gouvernement est probablement celui qui en a fait le plus pour mettre fin à ces drames et accompagner les victimes. C'est un enjeu qui fait consensus au Québec. On ne doit pas s'arrêter là. Le triste nombre de féminicides dans les premiers mois de 2026 démontre l'importance de poursuivre la lutte contre ces violences. À cet égard, le gouvernement annonce un investissement additionnel de 260 millions de dollars pour rehausser le soutien aux maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, répondre aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs et compléter le déploiement du tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violences conjugales. La crise du logement
est une réalité observable partout au Québec. Elle touche particulièrement les familles les plus démunies et a malheureusement contribué à l'augmentation de l'itinérance. Un logement abordable, c'est fondamental pour vivre dignement et chaque Québécois devrait avoir un toit. Depuis 2018, notre gouvernement est intervenu pour augmenter l'offre de logements sociaux et abordables, faciliter le paiement du loyer pour certains ménages et maintenir le parc de logements en bon état. Augmenter l'offre de logements demeure la solution la plus importante pour diminuer la crise partout au Québec et pour permettre à plus de familles de trouver un logement qui correspond à leur budget. Ainsi, le gouvernement prévoit 741 millions de dollars pour construire 1000 nouveaux logements abordables, maintenir en logement les ménages les plus vulnérables et adapter et rénover le parc de logements. Les organismes communautaires jouent un rôle essentiel pour l'aide aux personnes vulnérables, la cohésion sociale et la résilience de nos communautés. Dans un contexte où leurs besoins demeurent importants, le gouvernement entend continuer de les soutenir afin de leur permettre de remplir leurs missions. Le gouvernement annonce donc des investissements de 257 millions de dollars qui serviront à renforcer les services destinés aux personnes vulnérables, plus précisément pour appuyer les organismes communautaires et assurer des services aux personnes vulnérables et soutenir l'approvisionnement des banques alimentaires. Permettez-moi de souligner le rôle central que joue l'organisme Les Banques alimentaires du Québec pour appuyer les familles qui vivent de l'insécurité alimentaire. Le présent budget renforce l'appui à cet organisme, notamment pour l'achat de denrées et le développement des capacités de son réseau à l'échelle du Québec. Madame la Présidente, toutes ces aides auront des effets concrets, mais encore faut-il que les personnes y aient accès. À compter de l'an prochain, Revenu Québec produira automatiquement la déclaration de revenus de certaines clientèles vulnérables afin qu'elles reçoivent les aides fiscales auxquelles elles ont droit, dont le crédit d'impôt pour la solidarité. Dans toutes les régions du Québec, les citoyens comptent sur des infrastructures locales et des installations sportives de qualité, des milieux naturels sains et des services adaptés aux réalités locales. Les bouleversements liés au changement climatique, tels l'érosion des berges et les feux de forêt, nous demandent d'anticiper les risques et de nous y adapter pour protéger les municipalités partout au Québec. Aujourd'hui même, plusieurs d'entre elles sont sur un pied d'alerte en raison des inondations printanières. Cette situation démontre bien la nécessité et l'urgence d'agir. Ainsi, j'annonce des mesures de plus de 1 milliard de dollars sur 6 ans pour assurer la résilience des communautés. De ce montant, le gouvernement prévoit plus de 445 millions de dollars pour donner suite à 5 grandes priorités. Assurer l'entretien durable des infrastructures locales et régionales, contribuer à l'essor et à la vitalité de la métropole et des territoires, améliorer les services publics auprès des personnes autochtones, encourager la pratique d'activités de sport et de loisirs et de plein air et finalement poursuivre des actions de protection de l'environnement. À cet égard, une somme de près de 584 millions de dollars permettra de mettre en place des actions additionnelles au bénéfice des ménages en matière d'adaptation et de lutte contre les changements climatiques. Cette somme proviendra des investissements de 8,2 milliards de dollars prévus dans le cadre du plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030, financé essentiellement par des revenus du marché du carbone. Ce plan prévoit différentes initiatives au bénéfice des ménages, des entreprises et des communautés. Ces initiatives permettront d'adapter le Québec aux impacts croissants des changements climatiques, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'accélérer la transition énergétique et de soutenir la transformation de l'économie. Le plan de mise en œuvre 2026-2031 sera dévoilé au cours des prochaines semaines par le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs.